Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, j'espère que tout le monde se porte bien. Je suis heureux de vous retrouver pour un tout nouveau contenu, un contenu actu olympique lyonnais, Paulo Fonseca, la conférence de presse, Mercato, Benrahma, Cherki. Il y a beaucoup à dire aujourd'hui, menu chargé, menu copieux. Avant de commencer, pensez au petit pouce qui fait plaisir, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, c'est très rapide et ça fait très plaisir. Aux créateurs de contenu que je suis, pensez aussi à me dire en commentaire vos différents points de vue sur les sujets évoqués. Enfin, abonnez-vous si vraiment vous aimez la chaîne. Et pensez aussi à activer la cloche pour ne rien manquer. Et donc, on commence par le thème numéro 1, l'actu Mercato. On a appris hier que Saïd Benrahma quittait l'OL pour la D2 saoudienne et le club de Neom, le riche club de D2 saoudienne avec des fonds quasiment illimités et un projet ambitieux en Arabie Saoudite. Alors, ils sont quasiment promus, il leur manque quelques points. Ils sont actuellement leaders avec 5 points d'avance sur le 3e et un match en moins. Donc, hypothétiquement, 8 points d'avance. Donc, j'imagine que Saïd restera là-bas. C'est un prêt payant de 6 mois avec une option d'achat d'environ, je crois, 12 millions en fin de saison et 3 de bonus si le club accède à l'élite en Arabie Saoudite. Donc, j'imagine qu'ils seront un club de D1 l'an prochain. Il n'y a pas trop de suspense a priori. Donc, Saïd part, quitte l'OL. Il quitte l'OL avec derrière lui un bilan qui est, alors pas dégueulasse, attention, on l'a un petit peu banalisé je trouve, c'est un joueur qui a fait 25 matchs chez nous, 6 buts, 10 passes D, donc au final il était quasiment décisif un match sur 2, ce qui est quand même plutôt bon à l'OL, et je m'interroge dans quelle mesure son profil peut-il nous manquer dans les matchs qu'on va enchaîner. Alors, c'était pas un titulaire en puissance de l'équipe, mais il a été utile, je trouve, récemment à droite, c'était pour moi le meilleur joueur qu'on avait à droite dans le 4-2-3-1 sous Pierre Sage, et je pense qu'il aurait pu rendre de fiers services, donc on verra bien, mais voilà, en termes sportifs, pour moi, c'est une perte qu'il aurait fallu combler, mais restriction oblige, on ne pourra pas. Maintenant, sur le point de vue, d'un point de vue économique, financier, c'est une très belle vente. Je crois qu'il avait chez nous quasiment 300 000 € mensuels, ce qui est beaucoup, pour un joueur qui était un super sub dans l'effectif, et on le vend 12 millions plus 3 de bonus, 15 millions pour un joueur qu'on a acheté, je crois, 14 plus 6, dans mon souvenir, à West Ham, de bonus. C'est une plutôt bonne affaire. Donc, bonne vente pour nous. Et je resterai sur une belle image de lui, un joueur souriant, positif, un bon joueur de foot, évidemment, heureusement. Mais un joueur qui, je trouve, à la reprise de janvier, a manqué un peu de sérieux. Moi, il me paraissait en surpoids, vraiment. Je trouvais qu'il n'était pas bon, pas bien physiquement, pas au point. Mais ça, on va l'oublier. Je ne retiens de lui que le positif. C'est un bon mec, un bon joueur. Et une belle histoire en plus pour nous à son arrivée au club. Et je retiens une photo que je mets à l'écran, qui je trouve est magnifique, sa maman et lui, qui sont main dans la main au club de Neom en Arabie Saoudite et qui signent le contrat ensemble. C'est les belles histoires que j'aime bien, la relation fils-mère qui me touche beaucoup. Voilà, belle image qui conclut pour nous un transfert de Saïd. Bon vent à toi Saïd, à ta maman, et que Dieu vous protège le plus possible, évidemment. Dossier numéro 2, c'est le cas de Cherki. On a appris ce matin via Fabrizio Romano, le transalpin spécialiste Mercato, et Florian Plattenberg côté allemand, que Ryan a tiré encore une fois les sirènes du Borussia Dortmund, qui a changé de coach, qui a viré Nouri Sahin pour prendre un certain Niko Kovac. Donc, on a appris que Kovac aurait validé le profil de Cherki. Pas étonnant, comme je vous l'ai dit, profil créateur. Je pense qu'en Europe, il n'y a pas 10 profils comme lui. Si on prenait les statistiques pures, les datas pures, je pense que Ryan serait top 5 des profils de son âge, de sa génération, et au même poste. Parmi les Moussiala, Wirtz et autres, je pense qu'on a un petit peu trop sous-estimé le talent de ce joueur qui vraiment est hors du commun. Et on verra bien, mais j'ai pris un pari, j'en parle souvent avec des potes. Pour moi, c'est quand il partira qu'on verra à quel point, dans l'animation actuelle, il était décisif. Voilà, j'ai des regrets parce que sportivement, c'est une perte qui est énorme. Notre jeu était centré sur lui. Certains me diront c'est bien, au moins on pourra rééquilibrer l'approche des matchs. Bon, pourquoi pas. Mais moi, je pars du principe qu'un joueur d'un tel talent, quand tu le perds, c'est forcément une perte sportive. Maintenant, il reste à trouver un accord entre l'OL et Dortmund. Ça ne sera pas compliqué. On rappelle qu'il y a un montant plancher que tout club doit mettre pour l'acquérir, qui est de 22,5 millions d'euros. Seulement 22,5 millions pour un talent hors norme. Ouais, c'est comme ça, mais c'est en même temps le jeu du contrat qu'il a prolongé chez nous. On savait qu'il prolongerait en retour alors pas d'une clause, c'est interdit en France, mais d'un montant libératoire, on peut le dire comme ça. On y est, voilà, dommage, mais je m'interroge quand même parce que on sait que Textor a un discours dans lequel il dit qu'il faut baisser la masse salariale. Quelles sont maintenant les ambitions réelles du club? Quel est le vrai projet sportif de l'OL? Je m'interroge.
Est-ce qu'on ne serait pas en train de tourner une page, de passer d'un modèle de trading assumé, qui était sous JMA, un modèle chaque année où on vendait nos meilleurs éléments, à un modèle de trading agressif dans lequel il y a une masse salariale très très faible, des joueurs achetés relativement peu cher, des bons coups surtout, et des petits salaires. Tout ça pour faire une culbute financière x2, x3 au bout de 1 ou 2 saisons. Je m'interroge beaucoup. Je ne vous cache pas que ce projet OL qui se dessine, avec des joueurs de talent, c'est vrai, mais jeunes, petits salaires, il y a un petit côté déclassement, je trouve. Voilà, on en parlera un de ces quatre, c'est un vrai sujet de fond, mais c'est un vrai sujet. Bref, donc Ryan, peu importe ce qu'il fera, on le suivra attentivement en Bundesliga. J'ai l'intime conviction qu'il sera, comme je l'ai dit sur la chaîne, une arme de destruction massive, une arme nucléaire, parce qu'un tel talent avec autant d'espace en Bundesliga, je demande à voir. Ça va piquer sévère contre beaucoup d'équipes en Bundes. Et donc, thème numéro 2, la conférence de Paulo Fonseca. Je n'ai pas eu le temps d'en parler hier, j'ai été pris pour des raisons professionnelles et familiales, donc j'en parle maintenant en vidéo pour vous. Petit point rapide, c'est pas un débrief complet, je ne dirai pas tout de ce qui a été évoqué en conférence de presse, mais les quelques points qui m'ont retenu l'attention. Point numéro 1, j'ai déjà une petite critique, alors pardon ceux qui me diront « Mika, tu vas encore fracasser Textor », mais c'est un point sur le plan humain, voilà, qui m'interpelle beaucoup. Moi, quand un président renvoie un coach, c'est la vie du foot, très bien. Mais quand tu renvoies un coach qui t'a mené du précipice Ligue 2 jusqu'à l'Europa League, la moindre des choses, c'est d'avoir des propos à son égard qui sont élogieux. Ça a été plus ou moins fait, plus ou moins je dis bien, mais surtout la moindre des choses, c'est de commencer la conférence de presse en disant « On pense fortement à Pierre qui a fait un boulot extraordinaire, qu'on remercie encore et encore, et à qui on souhaite le meilleur pour l'avenir. » Ça aurait été bien, il a fallu attendre 5 minutes pour que Textor dise un mot sur Pierre Sage. Voilà. Moi, je l'ai dit, hein, la valeur humaine, pour moi, c'est essentiel. Dans ce monde du foot qui est tellement capitalistique, déshumanisé, ça aurait été bien qu'on puisse, dès le départ, saluer Pierre Sage. Voilà, je le dis, franchement. Et d'ailleurs, point sur Fonseca, le coach Fonseca, lui, a eu un mot dès le départ quasiment, au bout de quelques instants, sur Pierre Sage. Et ça, c'est la classe. Voilà, il a dit, Pierre a laissé une belle équipe derrière lui, pleine de qualité, il a fait un bon boulot. Bon vent à lui. Franchement, bravo coach Fonseca, ça c'est la classe et ça n'a pas de prix. Ça ne s'achète pas, la classe naturelle des hommes. C'est comme ça. Sujet important aussi, il a été question avec Hugo Guillemet qui a interrogé Fonseca du schéma préférentiel du coach et il a évoqué le 4-2-3-1. Pas de surprise, je l'ai dit aussi en vidéo, c'est clairement son schéma de prédilection, celui qu'il a le plus utilisé à Milan, au Shakhtar, à la Roma ou encore à Lille. Mais comme il l'a bien dit, point très intéressant, il a dit que ce qui compte, c'est pas la structure, c'est pas le schéma théorique sur une feuille de match, c'est comment tu l'animes, c'est comment tu le dynamises. Et il a tellement raison. Trop souvent, on voit des débats sur Twitter ou YouTube en disant 4-2-3-1, 4-3-3, mais non, en fait, ça n'a pas de sens. Ce qui compte, c'est comment tu animes la compo de l'équipe. Ça, c'est important. Et d'ailleurs, Textor l'a dit aussi. Alors, Textor, sur ce sujet-là, bon, petit point de critique là encore, attention, il a dit à la presse il y a maintenant quelques temps qu'il ne voulait pas de coach qui ont des schémas à 3 derrière. Et là, il nous dit que Fonseca fait un super boulot avec des schémas liquides, 4-2-3-1 sans ballon, 3-4-3 avec ballon. Voilà, tout l'art de la contradiction de John Textor. Mais néanmoins, ouvrez bien les oreilles ceux qui pensent que je n'aime pas Textor, alors que c'est pas le cas du tout. Moi, il y a un point vers lequel je tends vers Textor. Durant la conférence de presse, il a eu le mérite d'expliquer sa logique, comment il pense le foot et ce qu'il a, et le constat qu'il a établi sur le bilan de Pierre Sage. Et d'ailleurs, je pense que durant la conférence de presse, il fallait lire entre les lignes. Il n'y a pas eu de déclaration tapageuse, choc, loin de là, mais il y a eu plein d'éléments qui laissaient penser quels étaient les vrais arguments du renvoi de Pierre Sage, pourquoi il a été licencié. Et Textor, j'ai envie de lui faire confiance et de le croire là-dessus. Il dit, on a vu, donc à l'OL, vous aussi supporters, vous avez vu comme nous, dirigeants, que l'équipe défensivement ne jouait pas comme une équipe. Et là-dessus, il a entièrement raison. Il y a eu trop de matchs, trop de phases de jeu où, en débrief, je vous ai dit par exemple que sur phase transition, attaque, défense, on a été coupé en deux avec des attitudes défensives qui laissaient vraiment à désirer. Exemple typique que d'ailleurs il reprend en conférence de presse, Textor, il dit « Voyez le match contre le Ludogorets, on était encore une fois en mode, je le cite, en mode survie ». Donc pour lui, l'OL a survécu au cours des derniers matchs. Et cette image, cette métaphore qu'il utilise, pour moi, elle a du sens. C'est un peu dur, c'est cruel envers Pierre Sage, mais c'est vrai, offensivement, c'était pas trop mauvais, mais défensivement, on a survécu.
Ça, je le suis à 1000%. Il a manqué un équilibre, il a manqué une forme de stabilité tactique qu'on n'a pas su trouver récemment. Et on comprend très vite durant la conférence de presse que c'est peut-être l'argument numéro 1 qui a justifié le renvoi de Pierre Sage et le choix de Fonseca. C'est en gros Paulo Fonseca est un coach ambitieux qui a pour but, comme il le dit, de démoraliser l'adversaire, imposer une empreinte sur le match et qui en plus, lui, privilégie une structure qui est dans une dynamique et où il y a un équilibre de jeu. Textor l'a bien dit, Fonseca l'a dit aussi plus sympathiquement pour Pierre Sage, mais les deux ont observé des lacunes défensives dans l'équilibre. Ils ont dit dans des mots différents, on peut faire mieux. Fonseca a dit, on a peu de temps mis à la place pour améliorer l'équipe. Textor a dit qu'il voulait passer de la magie de Pierre Sage à une équipe plus disciplinée, plus structurée. Comprenez qu'en fait, la magie c'est bien, mais on ne construit rien sur la folie d'une équipe. Et là-dessus, c'est un constat qui est implacable. Textor a 1000 fois raison. Je serais un énorme menteur si je vous disais que aujourd'hui je ne pense pas comme lui, alors que durant des matchs et des matchs, j'ai fait ce constat-là. Donc pour le coup, oui, Textor, tu as raison. Et en fin de conférence, il y a eu quelques petites questions sur le mercato, sur l'académie, et 2 très bonnes questions qu'a posées mon ami du Progrès, Arnaud Clément, que je salue si tu regardes la vidéo, Arnaud. 2 bonnes questions, alors parfois auxquelles Textor a un petit peu botté en touche, il les a dribblées comme il sait bien le faire, avec beaucoup de sens politique, notamment parce qu'il y a de la question du projet sportif de l'OL qui fait débat, ça c'est vrai, c'est un vrai sujet, mais pour ce qui est de l'académie, on sent qu'il y a une volonté de l'insérer plus dans le projet des pros, de faire plus appel aux jeunes, de plus les convoquer, de plus les faire jouer. Et là, je crois que on est en plein dans une nouvelle étape, celle de l'intégration des jeunes pour un projet qui réduit la voilure. C'est le fond de ma pensée. Je pense que la carte jeune à la Bondo, et qu'elle est là utilisée pour faire passer la pilule plus gentiment d'une équipe qui a largement réduit ou qui va largement réduire la voilure. Donc ça, on verra, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, Fonseca a eu un acte fort puisqu'il a convoqué 2 jeunes de l'académie pour le groupe pro à l'entraînement, Evan Garnier, franco-thaïlandais, et aussi Romain Perret. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, il y a un début. Et demain, pour l'Olympico, on sait que Molébé sera aussi présent. Voilà. Donc je ne serais pas étonné qu'il y ait la volonté d'intégrer plus de jeunes. Fonseca l'a fait à Lille, avec Lenny Yoro, avec Boadi, de très bons jeunes. Donc il le fera sûrement aussi à l'OL. En tout cas, pour finir là sur le thème de la conférence de presse, moi, mon point de vue global, c'est que on est dans l'étape, le jour numéro 1 de la vraie ère Textor. Là, il a ses hommes dans la hiérarchie sportive, il a les joueurs qu'il a choisis, en grande partie. Il est en train de mettre fin à l'ère des Lyonnais sous JMA, les Lacazette vont partir, Tolisso, Anthony Lopez, Cacré, Lovren, d'autres que j'oublie. Une page se tourne et maintenant il a son coach. Il a, je dis bien, son coach, et on sent, durant la conférence de presse, moi j'ai vu un Textor très fier d'avoir à ses côtés Paulo Fonseca pour des raisons multiples, ils se connaissent bien, il l'admire beaucoup, il aime le coach qu'il est, et je crois que Fonseca dégage un charisme, une aura qui plaît beaucoup à Textor. Tous les coachs qu'il a pris, ou quasiment tous à Botafogo, avaient ce style, ce truc, si on prend Arthur Georges, par exemple, récemment, ou même les coachs qu'il a sollicités pour Botafogo, là, pour la saison à venir, ils ont tous un petit peu ce charisme, cette aura naturelle. Et d'ailleurs, point d'analyse que je vous donne, alors ça vaut ce que ça vaut, c'est pas non plus un truc de fou, mais en termes d'image, Fonseca, il est bien rodé. On sent qu'on a affaire à quelqu'un qui maîtrise bien les codes de la communication, qui a un discours posé, intelligent, intelligible. Il soigne beaucoup son image, et je pense que c'est l'un des éléments qui ont pu plaider en défaveur de Pierre Sage. Le travail sur l'image, c'est au moins aussi important que le travail verbal, le discours. Ça, coach Pierre Sage, je pense que c'est un axe fondamental pour devenir un jour un coach vraiment qui crée la hype autour de vous. Voilà, petit point d'analyse, travailler le style, le look. Il n'y a pas de secret. Un Carlo Ancelotti en costume 3 pièces, un Pep Guardiola qui a une façon de se comporter sur le terrain, un Jürgen Klopp qui travaille son style un peu plus grognard et dans l'énergie. C'est comme ça, chaque coach doit avoir une empreinte physique, verbale, de communication. C'est extrêmement important pour le foot de maintenant. Et enfin, troisième thème de la vidéo aussi qui compte beaucoup, c'est une projection vers l'avenir, les prochains matchs de l'OL. Et là, les amis, ça pique sévère. Je vous mets à l'écran le calendrier de l'OL pour le prochain mois, donc de février et mars.
Comment vous dire? C'est chaud, c'est extrêmement chaud. Voici les matchs. Donc on va jouer demain l'Olympico. Très difficile, match compliqué contre une équipe qui voudra faire mieux après quelques matchs compliqués en Coupe de France, en Ligue 1, il y a eu Strasbourg, très difficile. Une équipe de Marseille qui a un but précis au cours des matchs, c'est d'attirer l'équipe d'en face avec ses deux centraux et numéro 6 qui vont jouer en position plus basse, temporiser, garder le ballon, le geler. Et dès qu'on va les presser, ce qu'on fait nous assez mal, ils vont tout de suite créer par la passe l'espace, se projeter. Et là, attention à Greenwood. C'est l'un de leurs axes de jeu fondamentaux, donc attention à bien gérer ça. Il y aura ensuite Reims, Montpellier, pas facile, un match qui sent la poudre, clairement. Le match à Lyon contre le PSG, bah, évidemment c'est compliqué, hein. Tout à l'heure j'ai vu le match de Paris contre Brest à Brest, ils leur mettent 5-2, triplé Dembélé, un match sans trop forcer. Voilà, c'est compliqué, hein. Évidemment c'est très compliqué. Lyon-Brest, j'en parlais juste avant, Lyon-Brest, voilà, c'est Brest, une équipe de football vertical, transition rapide, jeu très direct, long ballon sur Ajor qu'on fait mal. On est sur un foot d'intensité, attention, Brest a tout pour faire très mal à cette OL-là. Nice-Lyon, il n'y a pas de débat, ça va être compliqué. Évidemment, Lyon-Le Havre, c'est peut-être l'oasis dans le désert. Strasbourg-Lyon, alors là, celui-ci, sur le calendrier, je l'ai coché depuis très longtemps. Attention, attention, attention. Ça, c'est un match, si Strasbourg a la même tendance dynamique que maintenant, attention, ça peut piquer les fesses sévère. Et enfin, Lyon-Lille, pas de schéma, pas de dessin, c'est le Fonseca-Ito, bref, le classique de Fonseca entre son ancien club et son nouveau club de l'Olympique lyonnais. Bref, ça va être extrêmement difficile pour nous et je vois deux histoires possibles. Schéma numéro 1, Fonseca renverse la vapeur et là, surprise, bon match de demain, on fait bonne figure, au moins un match nul et dans la foulée Reims, Montpellier, ça se goupille bien et on peut faire quelques petits résultats sympathiques. Ce serait top. Et c'est en tout point ce que j'espère. Schéma numéro 2, ça se goupille mal, et alors là, attention, si demain tu perds à Marseille au Vélodrome et que tu fais un match pourri, moisi dans la veine de Ludogorets ou encore Nantes, attention, ça peut piquer sévère, parce que là, tu vas enchaîner des matchs compliqués, sous pression, contre des concurrents qui ont des choses comme nous à jouer en Europe, ou des équipes qui veulent sauver leur peau en Ligue 1. Ouais, les amis, sincèrement, on n'a pas intérêt à se planter, ça peut très vite devenir une spirale négative, tout ce qu'il ne faut pas espérer pour l'OL et le début du mandat de Paulo Fonseca. Donc voilà, on verra bien, mais en tout cas, j'ai quelques inquiétudes, je ne vous le cache pas. Demain, il faudra faire bonne figure et au moins prendre un match nul, un match sérieux, ça ferait du bien pour le moral de tout le monde. Sur ce, les gones, portez-vous bien. Rendez-vous demain soir pour le débrief de l'Olympico, en espérant une surprise pour nous, qui nous ferait le plus grand bien. Ciao, ciao les gones, à bientôt. Allez l'OL, toujours, évidemment, et plus que jamais.